Blaise Cendrars, Le lotissement du ciel. À table, nous n'étions que nous deux, et le docteur Osvaldo Padroso ne parla que d'elle. C'était émouvant au possible. Cette passion. Encore l'histoire d'un grand amour, d'un coup de foudre, à ajouter à ma première chronique de La femme aimée. Le monde entier connaissait cette femme. Mais il se trouvait que j'avais été témoin de sa fin en qualité d'assistant d'un metteur en scène américain dont j'ai oublié le nom et qui lui faisait tourner son dernier film, un rôle de tireuse de cartes, à Montmartre, au Chat Noir. Un film absolument idiot, ce qui explique que j'en ai également oublié le titre. Cet abruti d'Américain qui ne parlait pas un mot de français et qui gueulait comme un sourd dans son mégaphone, sentant la grande artiste lui échapper du fait de la mort, et craignant de la perdre avant le dernier tour de manivelle, m'avait fait venir pour lui donner un coup de main dans son travail, et ainsi gagner du temps sur la Camarde, avant que disparaisse la vedette qui assurait la publicité du film et lui coûtait les yeux de la tête. Il en voulait pour son argent. Ça, l'argent. La célèbre tragédienne aussi en avait besoin et était épuisée. Elle n'en pouvait plus. Elle était malade et descendait de sa chambre dans le grand salon de son hôtel particulier, avenue de Villiers, que nous avions transformé en studio. Les électrogènes pétaradant sur le trottoir, les câbles entrant par toutes les fenêtres, une armée d'accessoiristes, de figurants, de techniciens, d'opérateurs envahissant la maison, entrant, sortant, hurlant, criant, occupant toutes les pièces où retentissaient les coups de marteau des charpentiers et des tapissiers, qui enfonçaient et arrachaient des clous à tire-larigot, bousculaient les meubles, saccageaient les tapis, déchiraient les rideaux, charriaient les bibelots, les statues, les tableaux, mettaient leurs pattes sales sur les souvenirs intimes d'une vie des plus passionnées qu'il fut et les couronnes dorées, les trophées d'une carrière d'artiste exceptionnelle, d'un triomphe universel, d'une gloire à nulle autre pareille dans les annales du théâtre, plantaient les décors partout selon les besoins de la prise de vue, les peintres badigeonnant plafond et portes de ce gris terne cher aux photographes, la grande artiste épuisée, la vieille femme par surcroît unijambiste, la malheureuse criblée de dettes, traquée, descendait de sa chambre dans son salon, frissonnante de fièvre, se maquillait couverte de fourrure devant la cheminée où brûlait un feu énorme, se tenait prête toujours sous les armes à 79 ans et se levant à l'appel impitoyable du mégaphone, venait s'exposer au feu vorace des projecteurs éblouissants, aux rayons insoutenables des glaces et des miroirs que l'on braquait sur elle, à la lumière crue des écrans d'aluminium, se soumettait aux exigences de la caméra, répétait la scène autant de fois qu'il le fallait pour délimiter le champ, régler les éclairages, subir les indications du jeu, tournait enfin, lumière, on tourne, recommençait, obéissait sans broncher. Elle, la femme la plus impatiente, la plus capricieuse, la plus volontaire du monde. Elle, l'artiste la plus originale, la plus fantaisiste, la plus indépendante interprète qui parut jamais sur les planches, dont toute la carrière n'avait été que scandale, des coups de tête, à la ville comme au théâtre. Elle qui, débutante, n'avait pas hésité à claquer une fois, deux fois la porte de la Comédie Française pour être libre et jouer et vivre à sa guise et partir faire une tournée qui révolutionna les États-Unis. Elle obéissait sans broncher au rugissement du mégaphone dont l'Américain autoritaire ne semblait pouvoir se passer, et cela était d'autant plus offensant et féroce qu'à l'époque, c'était en 1923, le cinéma était muet, et que la tragédienne avait une voix d'or, voix qui portait, touchait aux larmes, exaltait tous les publics, et qui n'a pas pu être enregistrée sur pellicule à la veille de s'éteindre pour jamais. Et quand la femme était à bout de nerfs et allait s'évanouir, un jeune médecin spécialement attaché à cette troupe de Chienlit se précipitait et lui faisait une piqûre. Je puis certifier que Sarah Bernard est morte à la tâche, en plein travail, droguée, dopée, éperonnée,
cravaché comme une pouliche qui se détache nettement du peloton de tête, va gagner l'épreuve d'une foulée sûre, d'une autre et encore d'une autre foulée, et dont le cœur éclate à une dernière foulée du poteau, et qui s'abat et crève. En fin de course, il ne nous restait qu'une dizaine de scènes à tourner. Tout cela n'est pas humain, c'est une histoire de fou. Mais déjà quelques années auparavant, au lendemain de la première de Roméo et Juliette de Shakespeare, Jean Cocteau m'avait téléphoné un matin. « Tu as eu tort, Blaise, de ne pas vouloir m'accompagner au théâtre. C'est un triomphe. Sarah a été prodigieuse. On la croyait finie après l'amputation de sa jambe. Elle a prouvé à tout Paris qu'elle n'était pas morte. C'est un monstre sacré. » C'était pour la première fois que j'entendais ce terme dans la bouche de Jean, et je crois bien que c'était pour la première fois que Jean l'employait. Et cela non plus n'était pas humain. Sarah Bernard avait joué en travesti le rôle de Roméo, et quand dans la scène du balcon, ce dialogue de deux enfants portés par les ailes de l'amour et se séduisant l'un l'autre, Sarah s'était approchée de l'échelle de soie qui pendait de la fenêtre de Juliette, en traversant dans toute sa largeur le plateau de son grand théâtre, non comme un amant ivre qui pose le pied sur le premier échelon et va grimper insensiblement, en extase, séducteur séduit, mais comme un serpent, une larve rampante, roulant par à-coups dans son fauteuil d'infirme, dont elle faisait aller les roues caoutchoutées des deux mains, et que la Bernard s'était levée en s'appuyant péniblement sur une canne, sa jambe unique et maigre de vieillarde tremblant visiblement dans son maillot de juste au corps, et sa culotte bouffante de page. Cette scène sophistiquée avait été un triomphe, avec cris, hystérie, rappels, applaudissements inextinguibles du tout Paris, un public de snobs, de nouveaux riches tarés, de généraux vainqueurs, de ministres et de diplomates alliés délégués à la signature du traité de Versailles.